Bonjour et bienvenue dans 101%. Le vendredi, c'est n'importe qui et aujourd'hui, c'est moi, Pascaline. Vous me connaissez depuis un an avec la présentation de la Minute du Geek. Et aujourd'hui, nous trouvons au sommaire de 101% à lire, à voir avec After School Midnighters et le volume 1 de Ressentiment, la mission Pourquoi on est là, le reportage de Civilisation Beyond Earth, les oubliés de la préhistoire avec Bikuri Moose sur PS2 et tout de suite, les news. Slick Entertainment est un petit studio canadien fondé en 2007 qui s'est fixé pour objectif de développer des jeux d'arcade originaux. Ok pour l'arcade, mais pas vraiment pour l'originalité. Viking Squad est en effet un beat'em all coop jouable à 3, doté d'une petite dimension RPG à la Dragon's Crown ou encore Castle Crashers. Les environnements seront générés aléatoirement. Les monstres, toujours plus puissants, lâcheront divers bonus à looter. Chacun des 4 vikings proposés posséderont leurs propres habiletés, armes, styles et jauges d'expérience. Décors et personnages sont dessinés à la main dans un style 2D cartoon à la Castle Crashers. D'après Médoc, l'historien de la rédac et accessoirement spécialiste reconnu à travers le 77 pour tout ce qui touche aux vikings depuis sa critique de The Banner Saga, les vikings ne portaient pas de casque à cornes. Désolé Médoc, ils sont quand même plus cool avec que sans. Alors on pardonnera à Slick Entertainment cette entorse à la réalité historique. Après un report de plusieurs mois, le Futuridium EP du studio italien Mixed Bag sort enfin dans sa version Deluxe en cross-buy sur PS4 et PS Vita. Le 1er octobre plus précisément, soit approximativement, il n'y a pas longtemps en fait. Dans ce shoot'em up aux accents néons, il s'agira de détruire le plus vite possible la totalité des cubes bleus disséminés dans chaque niveau, en tâchant au passage de survivre aux nombreux ennemis qui rôdent. Le tout sur une bande-son électro du meilleur goût et en 60 fps constant s'il vous plaît. Si vous deviez être tenté par le jeu, sachez que sa première version est disponible gratuitement sur Windows via Desura et macOS sur le Mac App Store. Mais gardez en tête que la mouture PS4 et Vita promet beaucoup de nouveaux contenus. Sinon, vous pouvez patienter quelques jours. Il y a de grandes chances qu'on vous en reparle bientôt. Factorio est un projet indé développé donc par une équipe très réduite. Il faut construire et optimiser un complexe industriel sur une planète alien. Sorte de SimCity, focalisé sur le fonctionnement industriel, il faudra extraire des ressources naturelles, les acheminer aux usines, faire fonctionner le tout en étant capable de résister aux assauts des extraterrestres locaux qui n'apprécient guère de voir des indésirables polluer leur habitat naturel. Le jeu est en alpha depuis quelques temps avec un accès payant. Celui-ci propose déjà de nombreuses fonctionnalités assez stables apparemment. Une démo gratuite qui propose 3 niveaux d'introduction est également disponible. Cela permettra à certains de se faire une idée du fonctionnement général du jeu. Les développeurs préviennent quand même qu'une partie se met assez tranquillement en route. Si tout se déroule bien, la version 1.0 du jeu arrivera durant l'été 2015. À chacun de voir s'il a envie de soutenir ce titre qui sonne très temps moderne avant cette échéance. Donc en fait, je veux un peu vous expliquer, parce que normalement j'ai qu'une minute pour parler, donc là je vais en profiter dans 101%, pour vous dire comment j'en suis arrivée là, parce qu'au final j'ai un parcours de gamer, de joueuse, donc c'est avant tout les jeux vidéo qui m'ont amené ici, et qui expliquent pourquoi je suis devant vous. Et peut-être certains d'entre vous le savent, mais en fait c'est Julien, qui animait avant la Minute du Geek, qui m'a fait venir ici. Et en fait, au départ, j'ai un background littéraire, donc rien à voir avec l'informatique au tout départ. Et j'aimais quand même beaucoup jouer. C'était quelque chose qui me plaisait énormément. Mes frères, parce que j'ai 2 grands frères, avaient acheté plein de consoles. Donc moi, j'étais là à regarder, je pouvais pas encore jouer, j'étais trop petite. Mais c'était vraiment extraordinaire. Donc je me suis dit, après avoir fait mes études en édition, ah non, je rate quelque chose, il faut que j'essaye de rentrer dans ce milieu, il faut que j'essaye de faire quelque chose. Et il y avait une école qui s'appelle l'Engmin, qui proposait donc de faire des métiers qui étaient totalement orientés dans le jeu vidéo. Et là, je me suis dit, là, il y a un truc pour moi, la gestion de projet. Donc, au final, j'ai fait un master en gestion de projet, et c'est ça qui m'a permis de connaître plein de gens en fait dans le milieu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie du jeu vidéo est un milieu qui est extrêmement petit. Il y a vraiment en fait très peu de monde, et surtout quand on est sur Paris. Parce que quand on est sur Paris, on est dans l'espèce de centre névralgique de là où tout se passe, la créativité, ou presque, en France, parce qu'il y a quand même d'autres grandes villes. Et donc j'ai appris à connaître des gens, et en fait c'est ça qui m'a permis d'arriver aussi à Ubisoft, après, pour mon stage de fin d'études.
Et c'est ce qui m'a donné après d'autres possibilités dans la vie active. Mais je vous en reparle juste après. À lire, à voir avec After School Midnighters et le volume 1 de Ressentiment. Au milieu des sorties des dernières séries à la mode et des énièmes rééditions de box plus ou moins collector de classiques de l'animation japonaise, il est rassurant parfois de constater que certains petits ovnis animés arrivent encore jusqu'à chez nous. C'est le cas d'After School Midnighters. Réalisé en 2012 par Takekio Hitoshi, ce long métrage Blu-ray sort bientôt chez l'éditeur Atanime après une première apparition cet été à Japan Expo. Ce film peut se classer faute de mieux dans la case comédie fantastique déjantée. Tout en images de synthèse, ce long métrage nous conte les déboires de Kyun Slicht, un mannequin anatomique qui s'anime dès la nuit tombée, et de son comparse Goth, un vieux squelette de cours de biologie. Menacés par la destruction prochaine de la salle de classe qu'ils occupaient, ils vont bénéficier de l'aide, presque accidentelle, de 3 horripilantes gamines. Celles-ci sont loin d'avoir peur des habitants surnaturels de cette école hantée. Comme si cela ne suffisait pas, s'ajoute à cette galerie une chauve-souris espionne, des lapins mafieux et une étrange créature tentaculaire rôdant dans les toilettes. Inspiré d'un court-métrage du réalisateur, qui n'est malheureusement pas présent sur le disque, le film est tour à tour décalé, inquiétant et comique. Monsieur Kyun, vous pouvez vous tourner, s'il vous plaît? La dernière partie en particulier part dans plein de directions différentes et réserve quelques séquences un peu angoissantes pour les plus jeunes spectateurs. On regrettera aussi un ou deux placements produits assez incongrus dans l'histoire. Va me chercher ces petites morveuses. J'ai soif de vengeance. Ces gamines vont me le payer. Une de vos veines a encore explosé. L'animation mélange la motion capture pour les deux héros principaux et une technique plus traditionnelle, plus pure, pour les autres personnages dans un style cel shading, simple visuellement mais plutôt réussi. Vous avez même créé un blog sur les légendes urbaines pour ça. Côté pressage, le film est présenté en HD à partir d'un transfert tout numérique. Même si un peu de bending est parfois présent dans les dégradés, l'image est globalement de très bonne facture. Quelque chose. Ah, monsieur Kyun, laissez tomber ces 3 gamines, voyons. Nous devons d'abord penser à nous et à notre avenir. On sera plus critique en revanche sur l'absence totale de chapitrage sur le film. On peut se demander si c'est un oubli ou un choix délibéré de l'éditeur. Quoi qu'il en soit, cela oblige à utiliser l'avance rapide en cas de reprise de lecture. Bienvenue à l'époque des premiers laserdiscs. VOST et VF sont proposés au choix en stéréo ou 5.1 DTS HD Master Audio. Les deux doublages sont très réussis et les petites pestes sont autant horripilantes en VO qu'en VF. Notons d'ailleurs que le passage musical du film a été judicieusement laissé en japonais. Les uniques bonus proposés sont les 12 courts-métrages humoristiques qui avaient accompagné la promotion du film lors de sa sortie en salle. Il est dommage de ne pas avoir pu inclure ni le cours d'origine, ni la bande-annonce, ou encore le making-of technique des personnages, des bonus pourtant existants pour l'édition japonaise. Il est facile de se rendre compte qu'After School Midnighters est un ovni, un vrai. Il est donc à conseiller surtout aux curieux de l'animation alternative japonaise. Cette édition française est quant à elle assez décevante à cause de ses choix techniques curieux, tout en assurant le minimum syndical concernant la présentation du film. Hanazawa Kengo s'est fait remarquer en 2009 avec sa série de zombies atypique I Am a Hero, bientôt adaptée pour le grand écran. Les éditions Kiun proposent à partir du 9 octobre de découvrir son premier titre, Ressentiment. Publié en 2004 en 4 tomes au Japon, c'est sa nouvelle version de 2012 qui arrive en France sous la forme de 2 volumes de près de 450 pages chacun.
Ressentiment met en scène Sakamoto Takuro, employé banal dans une imprimerie. Il fête ses 30 ans, il est gros, il est moche, habite chez ses parents, incapable d'adresser la parole à une fille. Il est conscient que son profil ne fait pas vraiment rêver. Malgré tous ses défauts, le lecteur n'arrive pourtant pas à détester totalement le pauvre type qu'est Sakamoto. Daesaku, un de ses rares amis, lui fait essayer un jeu auquel il consacre tout son temps et ses économies dernièrement, Unreal, sous-titré L'Arche de Noé. Takuro ne peut résister bien longtemps, même s'il sait que ce n'est pas raisonnable. Il se ruine pour s'équiper et vivre l'idylle tant désirée avec sa nouvelle petite copine virtuelle, fraîchement installée sur sa machine, Tsukiko. Il ne tardera pas à se rendre compte qu'il n'a pas forcément mis la main sur un programme des plus orthodoxes. Le style graphique de l'auteur n'a pas encore complètement atteint sa maturité, mais il est déjà très fort pour représenter des personnages crado, plus repoussants les uns que les autres. Il ne recule devant rien et vise juste sur toutes les dérives qu'un monde virtuel du genre pourrait engendrer. Hanazawa est même bien plus pertinent que de nombreuses séries récentes où les héros sont prisonniers d'un jeu en ligne. Même si ici, les personnages ne sont pas prisonniers du monde d'Unreal. Voir les joueurs interagir en pleine partie avec le monde réel crée un contraste irrésistible. Le titre a beau être sordide et irrévérencieux, il ne manque pas d'un certain humour. Ressentiment reste un titre à réserver à un public averti. Outre ces quelques provocations, le manga offre une réflexion salutaire sur le sujet des univers en ligne. À la fois en tant que questionnement sur le monde virtuel, mais aussi en tant qu'image que celui-ci peut nous renvoyer de notre société actuelle. L'auteur n'est pas tendre avec ses personnages, mais comme souvent, ceux-ci renferment une part de lui-même. Un titre surprenant, mais déjà révélateur du talent de Hanazawa Kengo à faire vivre des personnages étranges, imparfaits, mais à la grande surprise du lecteur, attachants. Et donc là, vous vous demandez, je parlais d'Ubisoft, Julien, Ubisoft. Donc en fait, c'est là qu'on s'est rencontrés, tout simplement, qu'on s'est connus pendant 6 mois, puisque c'était un stage de fin d'études, donc ça a duré 6 mois. Et concours de circonstances, en fait, c'est après ce stage de fin d'études que j'ai directement trouvé mon travail, presque, encore une fois, parce que je connaissais quelqu'un de mon ancienne école qui travaillait dans une boîte qui s'appelle Amplitude Studios et qui en fait avait pas un stage, pardon, mais plutôt un métier, un poste à pourvoir, et on en discutait lors d'une soirée. Donc encore une fois, le milieu du jeu vidéo est un très petit monde. Et moi j'ai dit bah mon stage à Ubisoft il se termine, je vais chercher quelque chose. Et donc c'est comme ça que j'ai eu mon entretien et que j'ai pu rentrer à Amplitude Studio où je suis encore actuellement et où j'exerce donc le métier que je voulais faire depuis le départ en faisant les Edwin, à savoir être gestionnaire de projet. Et je reparle tout de suite de mon travail après pourquoi on est là. Les enfants? Vous savez pourquoi on est là? Bon, les enfants, là, je vous préviens, on n'est pas sortis. Ouais, on est tombé sur un abruti de première, là. Ouais, et il va refuser toutes nos idées jusqu'à ce qu'on lui file celle qu'il a envie d'entendre. Et je suppose qu'on n'a pas envie de lui donner celle-là. Et vu qu'on n'a pas du tout envie de lui donner celle-là, va falloir lui proposer quelque chose de tellement énorme qu'il ne pourra rien faire d'autre qu'accepter. Et donc, on va... Tiens, Charlotte, t'es revenue? Viens le séminaire avec les patrons, là? Ouais. Alors regarde ce que tu peux faire. Peut-être tu peux faire un peu plus de concurrence en partageant avec tout le monde une de tes excellentes idées. Mais je vais pas te piquer ton poste, tu sais que j'en ai pas envie. Ouais, mais tu peux. Je peux. Bref, va falloir se la jouer serrée sur ce coup-ci. Je pensais à quelque chose de court mais intense, genre format court. Vous avez entendu la dame? Allez. Formation. Fort Mario Kart. Hervé, c'est peut-être de ma faute, j'ai peut-être pas été assez clair jusqu'ici, mais il faut que tu comprennes que ces conneries doivent impérativement cesser, Hervé. Ah, pardon. Sinon, j'ai fort... Fort Marcus. Excellent, Catherine, absolument, Catherine. C'est pour ça qu'on te paie, Catherine. Ah, Kate. Dis-moi, tu sais que c'est une idée que j'aurais pu avoir, ça. Les enfants, Fort Marcus. Allez. Fort Marcus. Vous m'aurez jamais! Fort Marcus te battra jusqu'au bout! Donc, mon travail, gestionnaire de projet, ça peut paraître assez vague parce qu'au final, des projets, il y en a dans absolument toutes les industries. Je pourrais faire un projet, je sais pas, à la SNCF, n'importe où, quoi. Et en fait, là, c'est vraiment associé au milieu du jeu vidéo. Donc le truc, c'est qu'il faut se dire qu'on se focalise sur un produit, qui est donc le jeu, au final, et on a plein de choses à respecter, en fait, dans le jeu. On a des deadlines, ce qu'on appelle des milestones, au final. On a donc des ressources
un peu méchant de dire ça comme ça, mais au final, les personnes, nous, on les assimile aussi comme des ressources, parce que ce sont des gens qui font quelque chose, qui produisent quelque chose. Et donc on a des plannings, on a des budgets aussi. Et en fait, le rôle du gestionnaire projet, et en partie mon rôle, c'est de gérer tout ça, de manière à ce que le produit et le fameux triangle coût, qualité, délai, qui respecte les trois. Bien sûr, c'est jamais vraiment totalement faisable, mais l'idée, c'est de respecter ces trois éléments et de faire en sorte d'avoir le meilleur jeu. Et en l'occurrence, nous, on fait des jeux de stratégie. Un peu comme le reportage que vous allez voir, mais qui n'est pas notre jeu, qui est en concurrent, et qui s'appelle Civilization Beyond Earth. Dans le panthéon des très grands jeux vidéo, et plus spécifiquement dans la catégorie des jeux de gestion d'empire, Alpha Centauri est resté une pépite dans le cœur des joueurs. Ce dérivé de Civilization se jouant sur une autre planète, sorti en 1999, avait étonné par ses concepts de société radicaux mêlés à une science-fiction réaliste. Non content d'avoir réussi un remake moderne de XCOM en 2012 avec Enemy Unknown, c'est à Alpha Centauri que Firaxis s'attaque aujourd'hui avec Beyond Earth. Well, for Civ 5 players, I think one of the most exciting aspects of the very beginning of the game is the system we call the seeded start, in which you select not only the Civ you'll play, but also a couple other things like the colonists you take with you, the spacecraft that you take with you, and some cargo. And these selections add small benefits to your Civ that kind of make it a custom thing every time you get to play. When you land on planet, you find a world teeming with life that's been there much longer than you have and is much more adapted, and obstacles that you wouldn't have run into on Earth, things like the miasma, this toxic substance that can damage your units if you park them in a tile too long, or these giant crevices that you can exploit later for geothermal energy, but that can be an impediment until you get hovering vehicles later in the game. The first thing you do is land and establish your capital. And right away, your first task is to kind of figure out what the lay of the land that you're on is. So, as Will described, the planet is alive. It's a living, breathing world with a fully fledged ecosystem and an array of alien creatures that already inhabit it. And they evolved to live here, they've got their own agenda. You are the interloper. To them, you're the alien. De prime abord, Beyond Earth ressemble énormément à un Civilization 5 dans l'espace. Le jeu se déroule toujours sur un plateau de cases hexagonales et les unités sont toujours cantonnées à une par case. Mais cette familiarité s'enfuit vite lorsque l'on découvre tous les changements du système de jeu. Il existe par exemple un second niveau sur la carte, le niveau orbital, permettant de placer satellites et unités avancées. Et la recherche technologique, d'habitude cantonnée à un arbre linéaire, se développe ici via des choix sur une toile, avec des niveaux d'approfondissement. The technology progression in Civilization has always modeled your civilization's overarching story, the progress that they've made from the Stone Age to the Space Age. And since that's had to conform to history, more or less, in older games, that's been set up in a linear fashion. But with this game, we wanted to model the uncertainty and open-endedness of the future. And so we chose a web. C'est en développant des technologies que le joueur va gagner des points dans les affinités. Les affinités représentent les chemins possibles pour l'évolution de l'humanité dans le futur. In our game, we chose 3 that we think are perhaps the most evocative or the most appropriate to the larger context of the vision we wanted to tell. And they're called Purity, Harmony, and Supremacy. Dans ces 3 affinités, la pureté représente l'attachement à l'espèce humaine et à son mode de vie tel qu'on le connaît. L'harmonie, au contraire, veut s'adapter et s'intégrer à la vie locale sur cette nouvelle planète. Quant à la suprématie, elle correspond à l'évolution vers une fusion avec les ordinateurs et les machines. In their own way, they do become fairly extreme. By the end of the game, you know, if you play Supremacy all the way to its completion, you could be a civilization that embraces cognitive uploading, like transferring human consciousness into machine bodies and abandoning organic flesh completely, or that has given birth to a race of sentient computers that run their own enterprises. As you accumulate points in an affinity, you begin to unlock unit upgrades. So you don't really unlock new units as much as you would in a normal Civ. You kind of unlock classes early in the tech web, those central techs, and then you accumulate affinity and customize those classes. Dans Beyond Earth, la présence des aliens sur la carte est très importante. Cela représente bien plus que des unités hostiles comme peuvent l'être les barbares dans Civilization. The aliens are interesting creatures because they have some pretty heavy-duty AI and they care a lot about what you do on the planet, but in a way that's different from the way a human player would care about it. So if you combat the aliens, if you fight them a lot, they'll become hostile, naturally. But if you don't fight them, if you allow them to coexist, let their nests exist in your territory,
their opinion to you will improve and eventually even become friendly, to where they will no longer attack you at all. You can move around them safely and freely. And that has its strengths and weaknesses. On the one hand, you have to sort of let some of your territory go for them to live in naturally. They're going to take up space. But while they exist within your lands, they represent sort of a passive, neutral force that an invading enemy would have to deal with some way. And a lot of the Harmony players' strengths come from sort of learning the lessons of and sort of folding the power of the planet into their own tactics. Les interactions avec les autres factions terriennes ont été elles aussi revues par Firaxis. Les vaisseaux colonisateurs, déjà, n'arrivent pas tous au même moment au début de la partie. Et la diplomatie a elle aussi évolué. Il sera désormais possible d'engranger des points de faveur en rendant service à d'autres factions et de faire jouer ces points plus tard pour les persuader d'accéder à vos requêtes. L'équipe de Firaxis n'a pas du tout l'air d'avoir froid aux yeux. Nous saurons bien vite si le résultat est à la hauteur de nos attentes. Sid Meier's Civilization Beyonders sortira le 24 octobre sur Windows, avec des versions macOS et Linux prévues ultérieurement. Je parlais de concurrence avec Civilization Beyond Earth. En fait, c'est parce que Amplitude Studios, le studio pour lequel je travaille actuellement, a fait un jeu qui s'appelle Endless Space. C'était leur tout premier jeu, c'était il y a 2 ans maintenant, et qui était un 4X, donc comme Civilization. En fait, un 4X, c'est un jeu de stratégie qui est assez particulier, contrairement à Warcraft ou à Starcraft qui peuvent être des RTS. Où là, en fait, la stratégie tourne autour de 4 mécaniques, qui sont l'exploration, l'expansion, l'exploitation et l'extermination. Donc en fait, vous devez manager, on va dire, votre empire, faire de la diplomatie avec les autres empires, manager vos villes. C'est focalisé sur ces 4 pans, tout comme Civilization. Mais là, c'est un jeu qui est dans l'espace. Mais par contre, cette année, on a sorti le 18 septembre dernier un jeu qui s'appelle Endless Legend et qui, lui, est sur une planète avec donc des hexagones qui constituent le terrain. Donc encore une fois, ça ressemble un peu à Civilization, mais il y a beaucoup d'autres mécaniques qui viennent apporter, on va dire, de la profondeur et de la différence aussi par rapport à la concurrence, justement. Et c'est quelque chose qui est... Enfin, le jeu est vraiment... Bon, après, je veux prêcher pour ma paroisse, bien évidemment, mais je ne suis pas moi-même nécessairement, au départ, une fan de 4X, mais travailler dessus, ça donne le goût à ça. Et on nous a donné beaucoup de feedback sur le fait que c'était très beau à voir. On a fait de la 3D qui se veut assez réaliste, mais c'est quand même quelque chose qui a un caractère. Et puis pareil, les mécaniques, de nouvelles mécaniques. Donc voilà, on est très fiers et c'est quelque chose sur lequel je voulais parler, notamment en plus parce qu'on parle de Civilization Beyond Earth dans le reportage. Et c'est justement après ce reportage qu'on va parler maintenant des oubliés de la Playhistoire avec Big Hairy Mouse sur PS2. Mes chers enfants, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui parce qu'on laisse tomber les jeux vidéo et à la place, on va faire du dessin. Mais non, du calme. Ne vous inquiétez pas, je vous disais cela car aujourd'hui, je vais vous parler d'une création du collectif Uruma Delvi. Un duo d'artistes pop japonais, moins connus en France que par exemple Murakami Takashi et ses fleurs souriantes, mais assez ancrés dans la culture populaire japonaise. On leur doit en effet plusieurs courts-métrages pour enfants, de nombreuses illustrations de livres et de journaux, ainsi que le clip musical qui a fait un tabac en 2007, Oshiri Kajiri Mushi. iPhone ? Non, iPhone, s'il te plaît, tu te mets tout de suite en mode vibreur. Tout le monde connaît et puis j'ai pas envie d'avoir la musique dans la tête toute la journée, hein. Merci. Bon, en fait, la leçon d'aujourd'hui traite d'un programme de dessin interactif Big Hairy Mouse, sorti en 2000 sur la PS2 japonaise. Big Hairy Mouse est en quelque sorte un mix entre un jeu d'éveil pour enfants et un logiciel de dessin réalisé en collaboration avec le musicien-performeur Iwai Toshio, créateur entre autres de l'incroyable instrument électronique Tenori On, ou plus proche des joueurs d'Electroplankton sur Nintendo DS. On y dirige Chigoma et Milch, 2 petites souris qui se baladent dans le monde d'Uruma Delvi pour y aider ses habitants. Un monde aux couleurs flashy et aux personnages pour le moins étranges, destiné à attirer plus facilement le regard des enfants en bas âge.
Le rendu choisi, mi-2D, mi-3D, rappelle en tout cas un peu celui de Palapa the Rapper. Faisant partie des premiers jeux sortis sur la PS2 à l'époque, le jeu n'est clairement pas une claque technique et les minigames qui le composent sont somme toute assez basiques. Il faudra ainsi aider Medama Kuli, une sorte de monsieur patate à gros yeux, à décorer le mur de sa maison, faire rebondir vers une casserole les œufs lancés par des saucisses, faire sauter ses propres dessins du haut d'un plongeoir de manière plus ou moins variée, ou encore s'essayer à la calligraphie à l'encre de Chine en compagnie d'un vieux sage. Bien entendu, le jeu n'était pas vraiment utilisable à la manette et nécessitait l'utilisation d'une souris USB aux couleurs du jeu. Oui, 3DS. Ouais, tu as tout à fait raison. Un stylet aurait été bien plus pratique pour dessiner sur sa télé, mais tu sais, toi et ta grande sœur DS, vous étiez un petit peu des pionnières. Parce qu'hormis quelques essais de crayons optiques sur de vieux micros et l'accessoire méconnu Illus Booster sur PC Engine, les jeux de dessin sur console étaient généralement gérés à la souris. Wii U ? Oui, voilà, exactement comme le célèbre Mario Paint, c'était tout à fait ça. Quoi qu'il en soit, les développeurs de Big Coolie Mouse ont dû rapidement comprendre qu'il était fastidieux de dessiner à la souris. Ils ont ainsi facilité le travail des joueurs en incluant la possibilité d'utiliser des macros pour créer des objets prédessinés automatiquement. Ainsi, en utilisant le pinceau multicolore d'une des bébêtes Kajirimushi, un cercle deviendra un soleil. Un trait, une fleur ou une pousse de bambou selon la forme, la direction ou l'environnement dans lequel on trace. Certains objets créés de cette façon étaient aussi légèrement interactifs. Des fleurs à proximité d'une ruche attireront les abeilles, une voiture pouvait suivre un tracé ou des fusées décoller en s'échappant du cadre. On pouvait tomber sur différents résultats étonnants, d'où le nom du jeu. Big Coolie signifiant surprise, surprenant. Il est d'ailleurs amusant de noter qu'un niveau en rendu fil de fer permettait également de dessiner des objets sonores sur une boucle rythmique. Un clin d'œil à la synesthésie de Rez à destination des plus jeunes en quelque sorte. Vous l'aurez compris mes enfants, sous ces dehors de classiques jeux de dessin, Big Coolie Mouse tentait d'enrichir l'expérience un minimum, par différents procédés et surtout la surprise. Et surprise oblige, sachez qu'il fallait découvrir soi-même les macros et leurs effets, car aucune précision n'était donnée dans la notice. Et oui, pour tout connaître, il fallait acheter un guide officiel du jeu vendu séparément. On avait alors accès à l'intégralité des macros et les objets qu'elles créaient en fonction des couleurs utilisées. Pour compenser un peu le prix d'achat du guide, on y trouvait également des illustrations, un entretien avec les artistes, des gommettes à découper, bref, de quoi occuper sainement ses enfants. Oui, enfin, si on aime les persos au design bizarre, hein. D'ailleurs, si vous voulez du bizarre, ça vous dirait de voir la pub d'époque du jeu ? Eh bien, regardez, parce qu'elle aussi, c'est un bel exemple de n'importe quoi. En dehors de quelques FPS, les programmes exploitant la souris USB de la PS2 sont rares et ce n'est pas Big Coolie Mouse qui parviendra, en dépit de son côté déjanté, à motiver le grand public à en faire l'acquisition. On notera malgré tout la motivation des membres d'Uluma Delvi qui exploiteront de bien belle façon les possibilités d'enregistrement des dessins en images et en vidéo dans le jeu pour plusieurs de leurs performances artistiques en public. Par la suite, ces artistes développeront d'autres titres sur micro et console, dont Pikmo, un logiciel d'animation sur Mac et PC, ainsi qu'un jeu de rythme sur DS mettant en scène leur fameuse mascotte croqueuse de derrière, le Kajirimushi. Bon bah voilà mes enfants, c'est tout pour aujourd'hui, et pour la semaine prochaine, vous me ferez tous un dessin en couleur et à la souris. Pas de stylet les Nintendo, hein. Et toi iPhone, tu m'en feras 2. On ne discute pas, ça t'apprendra à m'avoir mis la musique de Kajirimushi en tête. Mais finalement, c'est pas si mal que ça. Bon bah voilà la fin de l'émission, je vous dis à tous merci pour m'avoir écouté, n'oubliez pas de télécharger sur PC Endless Legend et Endless Space, et je vous dis à bientôt dans la Minute du Geek, au revoir.